Vous allez publier un article assez intéressant sur la communauté algérienne ici à Montréal, au Québec en général. Et bien sûr, le rapport sortira aussi, le livre-rapport sur l'apport de la religion dans l'intégration, dans l'environnement montréalais, à travers l'expérience, par exemple, de l'islam à titre de religion, de seconde religion, après le catholicisme, ici au Québec. Alors, quelles sont les conclusions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces travaux et quels sont leurs intérêts, aussi bien pour la communauté algérienne installée au Canada que pour la société d'accueil aussi? Ben, je crois que les travaux que l'on fait, effectivement, s'adressent à la communauté, ou aux communautés au pluriel que nous avons étudiées, mais à la société québécoise aussi, qui se pose des questions forcément sur les communautés en question et sur l'immigration en général. D'un point de vue sociologique, c'est évident que la communauté algérienne, même si on peut avoir des problèmes avec le mot communauté, je dirais est en questionnement et elle est obligée de l'avoir parce que c'est une immigration relativement récente par rapport à d'autres, même par rapport à d'autres arabes musulmanes. Et son taux de chômage l'oblige à se questionner pour se demander mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas de là. Donc, j'en fais un portrait, si je regarde la sociologie qui va certainement étonner la société québécoise en général parce qu'elle ne connaît pas, excusez-moi, de cet élan de cette possessivité, nos Maghrébins, nos Algériens, nos musulmans, la société québécoise ne les connaît pas. Et étrangement, je trouve que les médias, lorsqu'ils nous parlent des arabo-musulmans du Québec, ainsi de suite, souvent j'y vois des relents d'influence européenne. Exemple, lorsqu'il y a eu les problèmes de banlieue en France, on se demandait si ça n'allait pas arriver ici. D'abord, on n'a même pas de banlieue ici, comme en Europe. Déjà, le questionnement, c'est normal qu'on se pose la question, mais on a reporté où on projette sur la communauté d'ici ce qui se passe en Europe, alors que la sociologie et l'histoire n'ont rien à voir. Alors, je pense que les Québécois en général qui s'intéressent à la communauté musulmane, arabe, algérienne, vont être surpris, surtout de l'exemple algérien, parce qu'elle va découvrir c'est l'élite internationale qui est ici, ce qui est un secret le mieux caché qu'il n'y a pas, si ce n'est que dans la recherche. C'est plutôt un profil intéressant et tous les stéréotypes qui ont cours sur les Arabes en général, je ne vous cache pas qu'au Québec, souvent on confond Maghrébins, Saoudiens et même Afghans dans les représentations, dans l'imaginaire. Souvent, c'est la télé qui nous informe de mon voisin, de mon propre voisin. J'aime bien un proverbe kabyle qui dit on se côtoie tous les jours sans jamais se rencontrer, mon Dieu. Oui, on se voit toujours, mais on ne se rencontre jamais. Alors, je crois que malheureusement, le proverbe est très bon pour Montréal, mais j'y travaille à le défaire, ce proverbe. Mais, donc, le portrait est intéressant parce que dans les stéréotypes aussi, c'est souvent l'idée, je ne vous apprends rien, que la femme musulmane, arabe, maghrébine, algérienne, c'est une femme soumise. Alors, c'est un problème sérieux que l'on entretienne ce stéréotype-là, même si on sait que la condition de la femme n'est pas forcément facile dans le monde arabe. Il ne faut pas se le cacher non plus. Mais entre les extrêmes, il y a des réalités qu'il faut voir. Alors, justement, on apprendra par ces travaux-là que les Algériennes sont probablement parmi les plus instruites des femmes arabes dans l'immigration. Alors, c'est aussi un l'univers des femmes algériennes et maghrébines et arabes en général, à découvrir. Et d'ailleurs, on parle du problème du chômage, bien entendu, mais le paradoxe québécois, c'est qu'à côté d'une forte proportion de chômeurs, surtout les nouveaux arrivants, cela étant dit, on sait qu'après 5 ans, ça se place assez bien, mais à l'autre bout, l'élite qui est placée, et ici à l'Université du Québec à Montréal, il n'y a pas un département, il n'y a pas un ou une maghrébine, un ou une algérienne, il y en a partout. Donc l'élite se place, et l'ascension sociale est relativement facile, plus facile certainement qu'en Europe, il y a moins d'horizons bloqués, et éventuellement on déménage de quartier, on est dans des quartiers plus classe moyenne, et ainsi de suite. Il y a possibilité de progresser de la communauté. Alors, d'une part, les Québécois qui vont lire ça vont être étonnés de voir ce profil. Et je crois qu'en même temps, puisqu'il fait état en même temps des progrès de l'Algérie
malgré ses défauts. Je parle toujours des représentations nord-américaines du monde arabe, du monde maghrébin, où on confond, je pense que plein des gens qui vont m'écouter vont être désolés, mais on confond l'Algérie, comme je vous dis, avec le niveau de saoudien. On s'imagine que les gens vivent comme à une autre époque ou en Afghanistan, on ne se rend pas compte qu'il y a la télé, il y a les autos. Je crois qu'apprendre à des Québécois qu'il y a le métro à Alger, je crois que c'est une énorme surprise pour plein de gens. Alors, moi, je dois composer avec ça et expliquer le bout qu'on a manqué, le bout que la France a peut-être, justement. C'est l'évolution depuis l'indépendance, où il y a eu l'alphabétisation, par exemple. On est passé de 90% d'analphabètes à aujourd'hui, un chiffre qui s'est presque inversé dans les générations de moins de 20, 15 ans. Et ça, les changements, par exemple, dans les taux de fertilité des femmes, on est passé de 8 enfants à 2 en 2 générations. C'est quand même des changements majeurs que connaît l'Algérie, mais dont on ne sait rien au Québec. Alors, l'Algérie, peut-être des années 60, ressemble peut-être à l'Afghanistan, si on veut. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que, professeur Castel, est-ce que vous savez, à travers vos lectures de l'Algérie, à travers ces lectures, ces travaux, vos contacts avec d'autres universitaires, d'autres intellectuels, etc., est-ce que vous ressentez la même chose au sein de la communauté algérienne ici au Canada? Par exemple, les attitudes, les comportements, les statuts, les strates sociales, les niveaux de l'immigration, les niveaux de la communauté, la cohabitation, etc. Est-ce que vous avez tenté de pénétrer ces représentations de la communauté algérienne ici au Québec? Parce que pour nous, on ignore également, à part les témoignages et les histoires racontées par nos immigrants ici, on ignore, nous n'avons pas suffisamment de travaux sur notre communauté ici au Canada, contrairement à l'immigration algérienne, par exemple, en France, qui est complètement différente. Écoutez, moi je dirais que je suis dans un processus où j'espère que la communauté va commencer à s'intéresser à elle-même. Je crois qu'elle le fait, bien entendu, mais d'une manière scientifique, avec des chiffres et ainsi de suite, chômage, famille, toutes les données que je présente. Alors, j'espère que je suis plus dans un processus, parce que moi-même, je me satisfais assez peu de ce que je fais. Il faut que je continue à comprendre de mieux en mieux la communauté. Je vous ai dit que la communauté québécoise, la société québécoise va bien en apprendre sur sa communauté algérienne. À l'inverse, il y a aussi du travail à faire, je vous dirais. Il y a beaucoup de représentations à au moins examiner. On a pu évoquer la question du divorce. Bon, on dit qu'il y a un taux de divorce élevé, les chiffres semblent dire c'est en tout cas plus bas qu'on pense. C'est peut-être vrai. Faut brasser, comme on dit au Québec, il faut brasser la cabane sur plein de sujets. Et je ne suis pas sans m'inquiéter, par exemple, de représentations qu'ont les Maghrébins ou les Algériens de la société québécoise, parce que j'y décèle, c'est pas totalement faux, mais j'y décèle trop de projection de ce qu'ils savent de la France sur ici. Des fois, ça a beaucoup de confusion en Est. Alors, je vous ai dit que moi, je militais pour que les gens qui se voient se rencontrent. Je crois qu'on y est. J'y travaille personnellement à l'université activement par le fait que j'amène mes classes dans les communautés dont on parle dans le cadre de mes cours. Vous l'avez déjà fait pour la communauté algérienne à Montréal? Pas algérienne en tant que... oui, déjà il y a quelques années, mais compte tenu que dans mes classes, compte tenu de l'immigration, j'ai de plus en plus de jeunes étudiants qui viennent du Maghreb ou qui sont enfants d'immigrants. Dans chaque cohorte, j'ai toujours un bon noyau de Maghrébins. Et je m'arrange pour leur faire connaître une réalité tout autre que ce qu'ils connaissent. Et dans le cas musulman, je vais plutôt leur faire visiter une mosquée ou un centre communautaire chiite libanais. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent rien du chiisme aussi. Mais dans mes projets à court terme, ça serait de revenir dans le monde maghrébin parce qu'il a même beaucoup évolué. Il y a une question de possibilité aussi. Dans un premier temps, on pense aux mosquées parce que les étudiants ne connaissent rien. J'enseigne quand même en sciences et religions. Donc, c'est quand même un objet d'étude premier. Donc, il faut au moins voir ce que c'est qu'une mosquée. Les Occidentaux n'ont aucune idée de ce qui se passe dans une mosquée. Et j'oserais dire que beaucoup ont peur d'y rentrer. À cause de notre imaginaire,
à cause de l'actualité, certainement, mais simplement parce que cette bulle qui est une mosquée, c'est un autre univers et on se demande comment on y pénètre, est-ce qu'on sera bien acquis. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Et il faut franchir ce Elbeb, la porte, pour se rendre. Et mes expériences sont invariablement bonnes quand on le fait. Les étudiants, une fois qu'ils ont franchi le cap de la peur, du nouveau aussi, et c'est souvent des peurs très saines. Hein? C'est juste, est-ce que je vais me comporter d'une manière qui va blesser? Est-ce que je saurais comment interagir? L'arabe qui me regarde, ce qui semble un regard de déplaisir, c'est peut-être juste son étonnement à lui, une sorte de représentation du genre. Il faut franchir ce cap-là. Donc, du côté maghrébin, je vais certainement rectifier dans un avenir proche parce que la communauté maghrébine elle-même évolue beaucoup, rapidement. Et maintenant, il y a des espaces. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Il y a des opportunités qui jouent. Dans un premier temps, il fallait visiter les mosquées parce que c'était dans mon cours. Et maintenant, ce serait peut-être le temps d'investir les centres communautaires dans un milieu laïque, entre guillemets, avoir contact au monde festif maghrébin ferait du bien, mon Dieu. C'est pas tout le monde qui connaît le rail, qui connaît la culture culinaire algérienne ou maghrébine, et ainsi de suite. Il faut leur faire voir d'autres univers communautaires et culturels, donc que j'y viens. Mais pour revenir du côté maghrébin, il y a aussi du travail à faire pour mieux comprendre la société d'accueil. Donc, on a vraiment un besoin de leaders. Bon, en tant qu'intellectuel, je pourrais penser que je suis un de ceux-là du point de vue de la société d'accueil, parce que bon, je prends mes étudiants, je les emmène, mais du côté des communautés, il faut qu'il y ait les mêmes leaders qui disent, je prends mes Maghrébins, mes Algériens, mes Algérois, mes Oranais, là, puis on va voir les Québécois, puis on se brasse, on communique, et on communie, même, c'est un terme chrétien. Penser ensemble, penser au devenir ensemble. Pour corroborer ce que vous dites, il faudrait qu'on arrive à cette... même si le concept est chrétien, il faut le prendre tel qu'il est, et non pas dans sa dimension spirituelle, mais dans sa dimension sociologique. Il faut communier au lieu d'excommunier, n'est-ce pas, et de rejeter l'autre ou de le considérer comme étant un étranger ou un hérétique ou un impie ou un apostat ou quelqu'un qui ne serait toléré par tel ou tel dogme ou telle culture ou tel ou tel... Je voulais vous poser une question. Je vous rejoins tout à fait. Hein? Oui. J'aime beaucoup votre imaginaire, mais je retiens l'idée, ça prend un noyau critique de leaders dans la... Si on parle des Algériens, il faut qu'il y ait davantage d'Algériens qui disent, bon, n'est-il pas nécessaire, il faut les pousser. N'est-il pas nécessaire, par exemple, en parlant de ces... J'estime que lorsque vous parlez de leader, vous parlez de modèles. De modèles, d'expériences réussies, d'éclaireurs, d'hommes d'éclairement, de guides, pas dans le sens politique. Dis même au sens littéral, de ceux qui... De guides, voilà, exactement dans le sens... Exactement, c'est-à-dire de faiseurs d'opinion dans le sens positif du terme, etc. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire, aussi bien pour la société d'accueil que pour ces communautés, que de travailler sur une certaine émergence de nouvelles élites d'éclairement dans ce sens-là? Parce que il est possible que la société d'accueil vive également une crise. La société européenne, américaine, nous savons qu'aujourd'hui, il y a non seulement une crise économique, une récession, nous savons également qu'il y a une crise intellectuelle et une crise dans la formation des élites nouvelles. Ça, c'est un problème aussi pour les communautés qui doivent s'intégrer dans la société d'accueil. N'est-il pas nécessaire de travailler ensemble sur... une sorte de réinvention du vivre ensemble, de la cohabitation, de l'agir ensemble à travers de nouvelles figures, des gens nouveaux, femmes, hommes, jeunes, etc. Aussi bien pour la société d'accueil que pour les communautés qui vivent ici au Québec. Bon, je pense qu'on a... Votre question est une réponse. On a pas mal la même vision des choses. Je dirais que malgré les lacunes, les choses qui pas m'inquiètent, là, mais qui m'attristent
dans le fait qu'il y ait de non-rencontres et tout. Ce qui me réjouit, c'est que je vois quand même l'émergence de cette élite aussi. À ce moment-ci, alors vous avez tout à fait raison, le Québec, comme le reste de l'Occident, est en questionnement du vivre ensemble. Et pour le moment, on n'a pas encore franchi le cap du vivre ensemble, parce qu'avant le vivre ensemble, il y a la tolérance. On parle beaucoup de tolérance. Beaucoup de gens disent qu'il faut faire attention au concept, parce que tolérer, c'est pas forcément sympathique. Hein? C'est-à-dire, je tolère qui tu es, mais c'est pas j'apprécie, c'est pas je vis avec toi, et ainsi de suite. Donc, tolérer, ça ne veut pas dire accepter. Ouais, voilà, exactement. Et encore moins apprécier. Vivre ensemble, déjà, on conçoit qu'on peut vivre dans une même ville, se côtoyer, c'est déjà mieux, mais on n'est pas du tout rendu au devenir ensemble. Et ce qui manque, effectivement, c'est l'émergence d'élites qui peuvent penser. D'intervenants sociaux, de médiateurs, d'acteurs de résolution de conflits, d'éclaireurs, en fait. Vous avez exactement la bonne terminologie. Je dis leader, mais au fond, j'aime pas non plus l'idée de leader. C'est absolument, comme vous dites, intervenant, éclaireur, les gens qui ont des bonnes idées. Alors, je vois quand même, c'est pour ça que je suis quand même pas désespéré. Plutôt optimiste. Je vois l'émergence de ces gens-là et j'en vois aussi la grande qualité. Alors déjà, au niveau universitaire, ils sont déjà placés un peu partout. Alors je vois déjà une élite, je vois des gens qui pensent, des intellectuels, des acteurs sociaux, on oublie aussi le travail social, le terrain. La qualité est là, c'est évident. La communauté algérienne et les communautés maghrébines sont au stade, là c'est mon impression aujourd'hui, très subjective, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on se démène? Est-ce que le chômage et d'autres situations, l'inquiétude médiatique? L'inquiétude médiatique est encore à travailler aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, je dirais qu'on est au stade du qu'est-ce qu'on fait, mais là, il faut bouger. Et c'est là que les intervenants en question doivent peut-être davantage se présenter et peut-être même solliciter des activités du type colloque, conférence dans la communauté maghrébine pour dire, quels seraient nos buts immédiats? Quel sera notre questionnement immédiat? Il y a des élections bientôt. C'est quoi les questions qu'ont les membres de la communauté ou maghrébine ou algérienne vis-à-vis des enjeux qui les touchent pour questionner les politiques et ainsi de suite. Et en plus, ce qui me réjouit aussi, qui me fait être positif, c'est que je vois aussi l'émergence de tels leaders dans la communauté juive, notamment marocaine, par exemple. Je vois que plein de gens veulent faire du travail interreligieux, veulent faire des rencontres. Et là, c'est ce qui semble émerger. Les communautés évoluent. Hein. Je vois la communauté maghrébine évoluer. Il y a des choses que je vois aujourd'hui que je n'aurais pas vues il y a 2-3 ans. Alors déjà, être capable d'assister à un colloque moindrement avec des idées qui s'opposent, être capable plutôt d'écouter, de voir les thèses. Bon, ça me réjouit de voir ça. Et à partir du moment où on peut avancer, on peut se questionner, on peut voir différentes thèses, différentes hypothèses. Et là, ce qu'il faut qu'il émerge, c'est le débat sur l'intégration. Et en même temps, le questionnement des Québécois par rapport à sa minorité, musulmane, maghrébine, arabe, et ainsi de suite. Il faudrait qu'on arrête de voir ça comme un problème, mais de voir en quoi il contribue à la solution. C'est pour ça que je fais référence au fait c'est l'élite universitaire dans certains domaines, mais c'est pas un problème, ça. C'est une solution. Alors, dans l'expérience migratoire de nos communautés, particulièrement maghrébines, en Europe, il y a un phénomène de type sociologique et culturel qui frappe fort les structures sociales de l'immigration d'un côté et des sociétés d'accueil de l'autre côté. C'est celui des générations des immigrés. À combien vous estimez, professeur Castel, le nombre de générations, par exemple maghrébines et algériennes, ici au Canada? C'est certain, je n'ai pas besoin de l'évaluer, on a des chiffres pour ça. Il y a déjà en 2001, il y avait déjà 3 générations, sauf que la plus ancienne, elle est extrêmement minime. On a déjà les premiers maghrébins, algériens même, arrivés dans les années 70, qui sont venus pour ce qu'on appelle les grands chantiers. Là, je pense que pour notre histoire, ça ne nous dirait peut-être rien, mais enfin, les expositions universelles, les travaux en hydroélectricité dans les grands chantiers dans le nord du Québec.
les pionniers sont arrivés dans cette époque-là. En fait, cette immigration, début d'immigration technique, disons, Voilà, a commencé avec dans la même période que l'arrivée des Canadiens en Algérie, par exemple, comme les sociétés SNC-Lavalin ou autres qui venaient déjà en Algérie s'installer. Et il y a un lien de exactement. Il y a d'autres qui sont venus ici au Canada et qui ne sont plus rentrés chez eux. Voilà. Ils sont restés ici, peut-être qu'ils se sont mariés, ils sont restés ici. Ma question... Donc, la première génération, mais c'est les pionniers. La masse qui est au milieu, qui est l'immigration des années 85, disons, avec le printemps berbère et cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est la masse. À partir de 95 aussi, il y a une... Si on parle de génération, là, c'est encore la population dominante. Mais évidemment, vous devinez que peut-être 20%, c'est les natifs du Canada, mais c'est des enfants en bas âge, contrairement à la France. La génération de natifs d'ici, donc la deuxième, la troisième génération, comme je vous dis, c'est environ 15-20%. Dans le cas algérien, beaucoup plus élevé chez d'autres Arabes, ben ils ont moins de 15 ans. C'est des petits bonhommes, mais déjà mieux insérés à la société parce qu'ils ont connu l'école. Là, ça va tout changer. Justement, de la communauté. Justement, si j'ai posé la question des générations, c'est pour poser une autre question, à mon avis, aussi importante que la première, relative à la nature de l'immigration, à la qualité de l'immigration. C'est celle des enfants de la deuxième et de la troisième génération de cette immigration. On voit bien maintenant, je l'ai observé moi-même, vous l'avez sûrement mieux fait que moi, vous travaillez dessus, c'est que maintenant on a une nouvelle génération d'Algériennes et d'Algériens, dont la moyenne d'âge est de 15-24 ans, nés au Québec, nés au Canada, qui évoluent dans le système canadien dès le départ. Et là, est-ce que ça peut changer le rapport aussi bien face au phénomène de l'intégration, aussi bien face au sentiment identitaire qu'à celui de l'apport direct d'un enfant canado-algérien dès le départ de naissance? Votre intuition est très bonne, ça change tout, je pourrais dire. Le fait d'être allé à l'école québécoise, le fait que nous côtoyons à Montréal des enfants, des enfants d'origine française bien entendu, mais maintenant d'origine de différents continents, crée un sentiment d'appartenance au Québec qu'il est normal qu'on ne trouve pas autant chez les immigrants forcément, parce qu'ils sont nés ici. Leur culture est en partie la culture du Québec, celle de l'école et ainsi de suite. Puis en plus, les enfants de cette génération-là sont beaucoup moins soumis au sentiment d'étrangeté des gens venant d'autres continents, puisque pour les générations qui ont 50 ans, il faut bien savoir, ou 60, les Québécois ont peut-être jamais rencontré d'Arabes de leur vie. Bon, maintenant c'est autre chose, là, depuis 20 ans. Mais cette génération, dans son enfance, ne connaissait pas les Arabes, ne connaissait pas même les Noirs. Les Noirs sont d'arrivée récente au Québec, là, avec l'immigration des Antilles. Donc, cette génération-là a suivi ce choc-là. Mais les enfants qui vont à l'école d'aujourd'hui au Québec, ils sont élevés avec des Arabes, des Cambodgiens, des gens d'autres origines. Alors déjà, cette interrogation vis-à-vis de l'autre, elle est beaucoup plus faible, forcément. Et mon ami, mon ami E, je suis quand même en contact, plus ou moins avec sa culture, avec ses parents. Alors, plein de choses se dédramatisent d'emblée. Il y a l'usage de la langue commune, bien entendu, le français entre les jeunes. Les pratiques religieuses, sont forcément pas les mêmes chez les jeunes, et ainsi de suite. Donc, ça change tout. Et en même temps, le fait qu'ils suivent l'école ici ne leur posera pas le problème du diplôme, parce que le diplôme sera acquis ici. Alors forcément, leur intégration, et le mot intégration n'est pas bon parce qu'ils sont nés ici, mais leur impact dans la société sera certainement plus grand quand ils vont arriver à l'âge adulte.